Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Je reçois pour vous ce soir Hadia Rabiatou Serra Diallo. Elle est la présidente du CNT, le Conseil national de transition. Donc le CNT a 3 ans d'existence. Depuis 2010 que l'institution a été installée. Le CNT ne cesse de jouer son rôle. Hadia Rabiatou Serra, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Merci. Alors, tout d'abord, quel est le bilan que vous pouvez dresser de façon succincte sur le rôle sociopolitique que le CNT a joué dans l'espace public guinéen depuis son installation en 2010? Merci bien. Je voudrais d'abord rappeler quelle était la mission assignée au CNT après les accords de Ouagadougou. Donc, il était question d'abord de faire la relecture des lois organiques et des textes électoraux nécessaires à la normalisation de la vie politique. Et dans ce cadre, nous avons tout de suite, notre priorité, c'était de mettre à disposition la Constitution et le Code électoral, mais nous avons ajouté à cela la liberté de la presse, parce qu'on a pensé que ce sont les 3 piliers qui pouvaient nous permettre d'aller vite et bien, surtout qu'on n'allait pas vers un référendum. Ensuite, on avait aussi à assurer le suivi et l'évaluation de l'action gouvernementale et veiller à l'évolution du processus électoral, en particulier des activités de la CENI. Jouer tout rôle législatif en rapport avec le processus de transition. Contribuer à la réconciliation nationale. Et c'est au vu de cette mission que le CNT a pensé d'abord à mettre en place 9 commissions de travail. Les 9 commissions de travail ont été mises en place. Nous avons mis l'exécutif en place et tous les présidents de ces 9 commissions sont de facto membres de l'exécutif. Un secrétariat a été élu au niveau de l'exécutif avec le présidium et la présence du secrétaire général du CNT, ce qui faisait au nombre de 18%. Donc du coup, pendant 3 ans, toutes ces 9 commissions parlementaires ont travaillé bien sûr, de façon intensive. Vous savez, on était là en fait pour 6 mois. Et ça a duré, comme vous venez de le dire, plus de 3 ans. Et heureusement que le CNT a mis vite en place ces 9 commissions qui ont pu fonctionner. Et les 9 commissions fonctionnent ensemble. Et toujours quand, par exemple, un texte de loi est concerné par une commission de fonds, prenons par exemple la loi des finances, nous avons la commission finances. C'est elle la commission de fonds. Et après, ils travaillent en intercommission pour permettre à toutes les autres commissions de participer. Après l'intercommission, ils font la restitution au niveau de 9 commissions et avant d'aller en plénière. Cela nous permettait en plénière d'éviter des débats stériles et de faire des exclusions parce qu'il y en a qui ne sont pas habitués à parler en public. Donc, il y a combien de conseillers? On était 159 au départ et on est venu de tous les bords. Imaginez-vous, il y a les Guinéens de l'extérieur, il y a la société civile, les syndicats, les médecins, les différentes formations politiques. Formations politiques qui relevaient des forces vives à l'heure parce que pendant qu'on désignait les gens, il y avait 3 blocs de partis politiques. Donc les 3 blocs de partis politiques avaient désigné leurs représentants et ça se chiffrait au nombre de 30 personnes. Il y avait les handicapés, il y avait le secteur informel. Donc, vous voyez, ça parlait du personnel administratif. Oui, il y avait aussi les confessions religieuses, les femmes, les jeunes, on est venu de tous les bords. Et un des soucis majeurs, c'était d'abord d'assurer la formation de tous les conseillers au dialogue social pour qu'on puisse se comprendre.
et pour faire participer à tout ceci. Mais la porte aussi n'était pas du tout fermée au niveau des commissions. Il y avait des experts externes qui venaient nous assister pour comprendre certains documents. Et pour ceux qui voudraient aussi participer, vraiment, la porte était vraiment ouverte au niveau des commissions. Toutes les contributions, toutes les contributions étaient les bienvenues. Donc, ce qui fait que vraiment, ça a facilité le travail et la date du premier tour présidentiel a été respectée. Mais le deuxième tour, vous avez vu, il y avait des dysfonctionnements. Donc, il fallait relever ces dysfonctionnements, les corriger pour aller au deuxième tour. Et les législatives, là aussi, c'est toujours avec les mêmes textes que nous allons aux législatives. Donc, il faut se féliciter que vraiment, au niveau du CNT qui légifère pendant tout ce temps et grâce à la présence de ce CNT, il n'y a pas eu un vide juridique et on a pu voter. D'abord, il faut faire la différence entre les conventions, les ratifications des lois, une loi ordinaire et une loi organique. Les lois organiques, c'est un peu plus compliqué parce que là, il faut les 2 tiers pour adopter une loi organique. Et quand c'est adopté, nous l'envoyons au secrétariat général du gouvernement et il est envoyé d'abord à la Cour suprême qui doit statuer pour voir la constitutionnalité avant la promulgation et avant que ça ne soit dans le journal officiel. Donc vous voyez, les lois organiques, c'est différent d'une ratification ou d'une convention. Et les ratifications et les conventions, là, nous avons trouvé des conventions qui dormaient dans les tiroirs depuis 2000-2001 et qui étaient restées lettres mortes, qui pénalisaient le pays à obtenir des moyens ou alors la construction d'une école ou d'un centre de santé ou alors en tout cas des appuis de ce genre. Et sur le plan africain, il y a des conventions, si ce n'est pas ratifié, même si vous êtes à jour de cotisation, si la convention n'est pas ratifiée, le pays ne peut pas accéder. C'est tout comme sur le plan international. Alors vous estimez que le bilan du CNT est loin d'être mitigé? Le bilan du CNT est loin d'être mitigé. Je ne dirais pas que tout a été rose. Mais j'avoue que si vous mettez sur une balance, vous trouverez que vraiment le bilan il est vraiment positif. Il faut s'en féliciter de tout ce que le CNT a pu faire comme travail. Et même j'entendais des gens, qu'est-ce que le CNT fait pour changer la vie de la population, pour améliorer les conditions de vie de la population. Vous savez, il y a la séparation des pouvoirs. Mais quand des conventions sont ratifiées ou des lois sont adoptées, l'exécution c'est au niveau de l'exécutif. Donc, quand ces lois sont... Nous avons joué notre rôle, il fallait que les autres jouent leur rôle pour exécuter cela, pour améliorer les conditions de vie, pour améliorer le panier de la ménagère. Et tout cela, vraiment, nous avons pu vraiment être à la hauteur dans l'intérêt supérieur de la nation. Madame la présidente du CNT, de nos jours, votre institution a ratifié combien de conventions, adopté combien de lois? Bon, j'ai une récapitulation ici, mais elle est encore jeune. On est en train de... Mais on a dépassé le tout confondu. Oui. Il faut dire qu'on a au moins plus de 60 ratifications, conventions, ou alors lois organiques. Mais il y a des lois qui sont très importantes, oui. Telles que je vous ai dit, d'abord la Constitution, le Code électoral, la liberté de la presse, l'accès à l'information malgré qu'elle n'est pas promulguée. Mais dites-vous bien, quand une loi n'est pas promulguée, la loi est très claire. Quand une loi est adoptée, ce n'est pas promulgué, 15 jours après, elle rentre en vigueur. Il faut que les gens sachent cela. Donc, et nous avons aussi la loi pour l'organisation, le fonctionnement de l'institution nationale indépendante des droits humains, qui est très importante, tout comme une loi autorisant
la ratification des accords de prêt et d'assistance technique entre la BID et le gouvernement de la République de Guinée. Mais il y a aussi, quand vous voyez, le statut général de l'armée, par exemple, le code de la justice militaire, parce que tout cela n'existait pas quand même. Et puis, une des ratifications aussi, c'est le protocole sur la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui n'était pas ratifié, que nous avons pu faire. Nous ne faisons pas, nous n'avons pas le rôle de faire la réforme du secteur de sécurité, mais les lois qui sont adoptées aident l'exécutif à assurer cela, à faire les réformes au sein de la sécurité. Aussi, nous avons voté une loi pour l'indépendance de la justice. Donc tout cela, vraiment, je pense que c'était vraiment des lois qui sont très importantes. Donc il y a eu des lois et des conventions très importantes dans votre magistère. Et des lois ordinaires. Il y a des lois ordinaires qui ne passent pas par la Cour suprême, qui peuvent être promulguées directement. Mais c'est les lois organiques qui sont toujours, une fois que c'est adopté, ça doit passer par la Donc Cour du coup, vous avez l'impression que vous avez vraiment réussi votre mission? Absolument, 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 absolument. Nous avons vraiment réussi la mission en mettant tout cela. Parce que en plus de notre mission, nous sommes partis au-delà parce qu'il fallait lier aussi l'utile à l'agréable. Comme vous savez, le pays était très fragile et nous avons, comme tantôt je vous disais, nous avons la commission réconciliation. Voilà, justement, oui. Et à ce niveau, il y a eu du bon travail avec Sainte-Édigio au départ. Sainte-Édigio, c'est l'ONG italienne, là. Oui, qui a même fait... Qui a organisé un séjour de conseillers, là. Le samedi dernier. Mais on est parti à 30, y compris les partis politiques étaient représentés, les victimes de tous les régimes. Parce que quelquefois, on se pose la question, cette réconciliation, c'est entre la population et l'État ou bien c'est entre les populations eux-mêmes? Parce que le brassage est tellement profond, la Guinée ne connaît vraiment pas ça. On se demande de quelle réconciliation il s'agit. Et comme Sainte-Édigio avait vraiment une grande expérience dans ce sens, on est parti là-bas et c'est là-bas où nous avons jugé nécessaire qu'on devrait avoir un accord politique global guinéen suite aux accords de Ouagadougou. Malheureusement, cela n'a pas été. Peut-être que cela allait nous faciliter la tâche de toutes les violences que nous avons connues, les incompréhensions. Parce que c'est des troupes sociopolitiques qui durent depuis déjà une décade. Hein? Exactement. Oui. Et le CNT s'est beaucoup investi aussi pour le dialogue inclusif qui a abouti quand même à la recommandation de ce dialogue inclusif de changer l'article 162 du code électoral. Le changement aussi, c'est changer les méthodes de travail. Et là, je pense que le CNT, avec l'appui du PNUD, de l'Union européenne, du Parlement français, du BIT, vraiment, nous avons été vraiment bien formés dans ce sens. Et nous, on se félicite parce que de temps en temps, si nous nous inscrivons sur la logique de défendre la nation et ça ne plaît pas à l'opposition nous tape dessus pour dire ils sont de la mouvance. Et si c'est la mouvance aussi qui n'est pas satisfaite du comportement du CNT, ils nous tapent dessus pour dire oui, ils soutiennent l'opposition. C'est dire que nous, on a joué ce rôle en tout cas de neutralité conformément aux accords de Ouagadougou et nous n'avons vu en face que la nation guinéenne. Alors, Adja Rabiatou Serra, quelles sont à votre avis les lois et conventions qui restent à être adoptées pour que le CNT puisse laisser à la future Assemblée nationale un terrain bien déblayé et apte à jouer son rôle pour le développement humain durable d'une Guinée démocratique? À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas
dans les tiroirs ici une loi organique qui est en train de dormir dans les tiroirs. Parce que vous savez, soit le CNT fait des propositions de loi vers l'exécutif, ou l'exécutif fait des projets de loi. Mais nous n'avons pas dans nos tiroirs ici une loi organique ou une loi ordinaire qui est en veilleuse. Cependant, nous avons des ratifications, des conventions que nous avons, telles que l'interconnexion dans la sous-région, telles que le code aérien, parce que là c'est encore très important. Ensuite, la construction d'une route à Télémilé et à Loura. Donc, en tout cas, je pense que pour les ratifications, nous avons 3 ou 4 que nous avons encore ici et qui n'est pas du tout difficile. Les ratifications vous tiennent à cœur. Oui, 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 et les commissions ont déjà travaillé dessus. Il ne reste plus que, même en intercommission, ils ont déjà travaillé, il ne reste plus qu'à programmer cela et finaliser cela. La Constitution, l'article 157 nous confère que nous devons légiférer et voir tout cela jusqu'à la mise en place de la future Assemblée, mais nous pensons que les lois organiques qui sont un peu plus compliquées, les lois ordinaires, et Dieu merci, nous n'en avons pas dans nos tiroirs ici, nous n'avons que des conventions et des ratifications. Nous allons y veiller parce que il faut travailler aussi parallèlement pour préparer la rentrée de la future Assemblée, parce que ce sera une première. L'accueil de l'Assemblée nationale, c'est la première fois qu'on va accueillir une assemblée. Et pour ça, on travaille très fort avec l'Union européenne, avec le Parlement français, pour élaborer un guide pour les futurs députés et former les cadres. Justement, vous avez organisé récemment un atelier sur une radio parlementaire qui a tant vu. Non, on a organisé plusieurs ateliers. On a déjà envoyé une mission auprès du Parlement français qui est de retour, qui est allé pour vivre l'expérience du comment le Parlement français fonctionne. Donc, suite à tout cela et les accords, il fallait former les travailleurs de la transcription à l'hémicycle pour les débats, parce qu'il y a le secrétariat, il y a la transcription aussi des débats pour aider la future Assemblée. Donc, on a tenu cet atelier la semaine dernière. Il fallait former aussi la presse de l'Assemblée. Et c'est suite à ça d'ailleurs que nous avons demandé pour l'équipement de la future Assemblée qu'elle soit bien équipée, qu'il y ait aussi une radio parlementaire. Parce qu'il faut que le peuple soit plus rapproché, parce que l'Assemblée nationale... que l'information soit instantanée. Voilà, l'Assemblée nationale, c'est l'élu législatif. Voilà, il faudrait que le peuple, surtout que nous avons au moins plus de 70% de la population qui sont analphabètes. Donc je pense que tout cela pourrait reconforter. Et on nous a fait au niveau de cet atelier 15 recommandations que nous allons passer, nous allons exécuter une partie, le reste nous allons passer la main à la future Assemblée pour continuer, parce que l'administration est une continuité. Et la semaine à venir, nous recevrons aussi d'autres qui vont venir pour former une autre équipe des travailleurs parlementaires. Et la dernière mission sera là du 17 au 18 novembre. C'est RFI, justement pour l'implication. Vous avez visé plusieurs médias, audiovisuels, audio et la presse en ligne. Tout à fait, tout à fait. Parce que vous savez, le palais aussi, quand je parle de guide de l'accueil des députés, pour le palais n'est pas pour l'Assemblée nationale. Le palais du peuple n'est même pas le siège de l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça le CNT aussi s'est battu pour que on ait une Assemblée nationale digne de son nom. Avec un hémicycle bien sûr, à la hauteur d'une Assemblée nationale. Absolument. Et déjà même avec l'hémicycle là, nous avons déjà mis les photos de tous les présidents des assemblées qui ont déjà passé. Nous avons pu adopter un statut pour les travailleurs parlementaires qui n'a jamais existé.
depuis l'indépendance. Donc tout cela est à l'actif du CNT que nous allons passer à la future Assemblée. Par exemple, le pacte de convergence et de stabilité, on a été accompagné par les Nations Unies, le BIT, l'OIF à travers le PNUD. Donc là aussi, nous mettrons ces documents à leur disposition. On est même en train déjà de prendre contact avec d'autres institutions pour le financement, pour aider la future Assemblée. Donc il faut débrayer le terrain. Donc parallèlement à tout ce qu'on a à faire, on pense aussi à préparer la rentrée de la future Assemblée. Alors après 3 ans d'un travail de longue haleine, vous n'avez aucun regret? Vous pensez que vous avez vraiment pu réussir à votre mission, vous avez pu jouer correctement votre rôle? Bon, regret c'est trop dire. Bon, peut-être que là où le cœur graisse, c'est le fait qu'on était là pour 6 mois et on est là plus de 3 ans parce que le dialogue a été très difficile, le dialogue politique a été très difficile à dire. Donc là, c'est vraiment, mais ce n'est pas au niveau du CNT simplement, c'est à l'actif de tout un chacun, de l'exécutif, des religieux, des sages, des femmes. Chacun s'est battu à sa façon pour que nous puissions arriver aujourd'hui à parvenir aux législatives. Et si vous voyez l'élection le 28 septembre, l'engouement, l'affluence, le peuple s'est exprimé par les actes pour dire halte aux violences. Halte, nous voulons maintenant que les débats politiques viennent à l'hémicycle. Nous voulons maintenant que le pays soit développé, sans trop parler, sans violence, sans rien. En tout cas, moi, ça a été ma vision de ce que j'ai compris de la manière dont le peuple s'est exprimé le 28 septembre pour les législatives. C'est une leçon pour chacun de nous de méditer et de dire qu'est-ce que je dois faire pour mon pays. Vous qui avez toujours œuvré dans le syndicalisme, est-ce que ça vous a changé d'être présidente du CNT? Ah oui, parce que d'abord, c'est 2 mondes différents et vraiment j'ai beaucoup appris ici. J'ai été accompagnée par le mouvement social, par les syndicalistes, que je remercie tous les travailleurs de Guinée et les travailleurs du monde de l'Afrique qui continuent encore à m'accompagner, à m'appuyer. Et d'ailleurs, il faut se féliciter que au niveau du CNT, le mouvement social est représenté par ces 3 pieds, les syndicats, la société civile et le patronat. Et les forces vives étaient là avec les partis politiques. Donc, tout ceci m'ont appuyé, m'ont encadré, m'ont accompagné. Et aujourd'hui au CNT, dans le CNT, vous savez, nous avons des diplomates, nous avons des anciens ministres, nous avons des hauts cadres, mais la formation de base que j'ai reçue au niveau du mouvement syndical, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à gérer les hommes, à comprendre les hommes, à se rapprocher, à utiliser, à favoriser le dialogue entre nous, à se rapprocher d'eux, à former une autre famille. Mais vous savez, le mouvement syndical et diriger une institution, c'est pas la même chose. Donc, mais avec l'appui de tout un chacun, j'ai pu réussir. Alors, vous avez été une figure de proue du mouvement syndical, non seulement en Guinée, mais aussi au niveau international. Est-ce que vous comptez retourner au sein de cette famille de syndicalistes, au sein de votre première famille, donc le syndicat? Est-ce que vous comptez redevenir syndicaliste à Hadiarabia Tsé Radiano? Non, on est syndicaliste à vie. Ou alors je n'ai pas quitté. Je suis encore. Le syndicalisme, c'est dans le sang. C'est à vie. Donc on ne peut pas compter sur vous pour d'autres projets? Mais si, bien sûr. Bien sûr, vous voyez déjà, malgré cela, je vous dis, le syndicalisme c'est à vie, c'est dans le sang. Je ne renonce pas à cela quand mon origine a besoin de moi, je dois répondre présente quand même. Il ne faut pas... ça vous colle à la peau? Bien sûr, mais je serai toujours à la service de ma nation à tous les niveaux. Et puis, il
faut pas s'accrocher à dire il faut que je sois responsable, premier responsable ou qu'on me confie des responsabilités. Ça n'a rien à voir pour servir la nation. Ça n'a pas de sens. Pourvu que je sers partout où je peux être et servir la nation guinéenne, que je sois présente et que j'en sois fier et que je puisse rendre vraiment service à la nation guinéenne. Parce que ça me tient à cœur. Quand je pense aux collègues qu'on a perdus, qui sont morts, qui ont lutté, je veux vraiment et que nous soyons encore vivants. Je veux vraiment que ces objectifs soient atteints pour la jeunesse, pour que la jeunesse ne soit plus désœuvrée, que la jeunesse la relève de demain, que les femmes participent aux prises de pouvoir, qu'elles soient là parce qu'elles ne sont pas incapables. Elles ont prouvé leurs compétences. On a des femmes combattantes, battantes dans ce pays. Au CNT, il y avait quand même la promotion du genre. Bien sûr, on représentait les 30% au sein du CNT. Et elles occupent des postes de responsabilité et elles participent aux prises de décision. Et c'est très important pour la nation. Il faudrait aujourd'hui que les femmes ne soient pas utilisées simplement dans les réflexions ou dans la campagne. Quand il s'agit de se partager les postes de responsabilité, elles sont reléguées au second plan. Non, il faut que les femmes même se ressaisissent au lieu de faire tout ça pour elles-mêmes. Mais pourquoi ne pas le faire pour nous-mêmes? Parce que je pense aussi que la femme au pouvoir, ce n'est pas le monde à l'envers. Avant de clôturer cet entretien, une dernière question. La Guinée est sur le point d'en finir enfin avec l'ère de la transition. Vous qui avez été souvent au devant de la scène sociopolitique de notre pays depuis quelques années, quelle vision avez-vous de la Guinée dans ce monde globalisé devenu un village planétaire? Après l'installation de la future législature, comment voyez-vous notre pays? Je pense que tant qu'on vit, il faut espérer. Et moi, j'espère toujours. Et l'espoir, ça permet vraiment, et puis s'aimer, avoir l'amour de son prochain, s'écouter, privilégier le dialogue à la place des violences. Ce pays a de l'avenir. Moi, j'ai vu des diplomates ici qui ont fini leur carrière, mais qui reviennent pour s'installer en Guinée. Pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils savent que ce pays a de l'avenir. Donc, il faut qu'on pense aujourd'hui à développer ce pays. Et la jeunesse surtout, donner beaucoup plus d'emplois aux jeunes. Et comme j'ai eu à le dire, faire participer les femmes à tous les niveaux aux prises de décision, qu'elles s'impliquent fortement. Donc je me dis que vraiment ce pays, si nous le voulons, et quand on veut, on peut. Il suffit de s'engager et qu'il y ait un engagement politique à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'exécutif, que ce soit au niveau du législatif, à tous les niveaux des religieux, des femmes, qu'il y ait cet engagement d'apporter ce changement dans notre pays. Depuis plus de 50 ans, nous avons participé à aider d'autres pays à se développer. Pourquoi pas nous? Donc pensons à nous maintenant. Et les hommes, les femmes, comme nous a appris d'ailleurs récemment, j'ai appris avec Saint-Édijo, quand les larmes coulent, ce n'est pas des larmes noires ou des larmes blanches ou des larmes rouges. Les larmes, c'est les larmes. Partout où tu vas, c'est la même chose. Les hommes, les femmes, c'est la même chose. Rien ne change. Peut-être c'est la couleur de la peau qui change, mais c'est toujours la même chose. Pourquoi on ne va pas aller de l'avant? Que les Guinéens remettent la balle à terre, qu'on essaye vraiment de penser à nous et de s'aider. Et j'aime toujours le dire, on est tous métissés. Moi, je me demande pourquoi on va privilégier la violence dans notre pays. Le dialogue, ça résout tout, même dans la famille, même entre mari et femme, même un couple avec les enfants. Si vous voulez assurer une bonne éducation des enfants, il faut les écouter. Il faut savoir de quoi ils souffrent. Quand vous allez voir un médecin, il faut que le médecin sache de quoi vous souffrez pour pouvoir vous aider.
Donc moi j'ai un grand espoir que la Guinée fera encore des surprises, une très grande surprise, et se mettre au-dessus de tout, dans l'intérêt supérieur de la nation. Et je vous ai dit une fois d'ailleurs, tous les leaders des partis politiques là, y compris le chef de l'État, nous avons lutté ensemble. On se connaît, on a souffert ensemble, on avait un objectif, c'était de sortir le pays de cette misère. Moi, je ne sais pas pourquoi certains n'arrivent plus à se comprendre. Pourquoi on diabolise notre pays, pour diaboliser les cadres. Critiquer c'est bon. Parce que si on te critique pas, on te dit pas tes défauts, tu ne peux pas t'améliorer. Donc, critiquer positivement dans le sens d'apporter un changement. C'est ça aussi la démocratie, c'est ça aussi le changement. Mais pas dans les violences, et que, puisque il faut féliciter l'armée, il faut qu'il soit félicité d'avoir accepté de donner le pouvoir civil. Donc les civils, nous devons vraiment mériter et nous devons vraiment prouver au temps de la Première République. On a vu que le pouvoir civil peut vraiment changer la misère dans ce pays. Donc pourquoi aujourd'hui on va emprunter un autre chemin? Il faut se féliciter les forces de sécurité, les encourager par notre façon de faire, parce qu'ils sont issus aussi de toutes les familles là. Ils ne sont pas tombés directement dans les forces de sécurité, ils viennent de certaines familles. Donc, et que l'insécurité, penser à l'insécurité. Aujourd'hui, il y a l'insécurité, elle va galopante dans le pays. Et l'argent a peur du bruit. Tant qu'il y a tout cela, des crimes, de violence, mais je ne sais pas comment on va développer notre pays. Et c'est ce qu'on appelle dans notre jargon hacké barabou. Diminuons un peu le hacké. Pensons aux autres aussi. Ne pas penser à soi-même seulement. Penser aux autres. Hadja Rabia Toussaira Diallo, merci d'avoir accepté encore une fois de passer dans l'invité de la rédaction. Ce fut un plaisir pour moi de vous recevoir. Merci infiniment. Tout un plaisir pour moi et à travers moi tous les conseillers du CNT. Merci beaucoup. Merci bien. Hadja Rabi. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Je vous remercie de nous avoir suivis. Au revoir et à très vite.